de mon point de vue de dessinateur, j'ai continué à expérimenter d'autres choses. Et des choses que je n'avais pas encore faites, justement. Donc, ça a été vraiment un album qui a porté une espèce d'accomplissement et que je regarde, enfin, disons, dans ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, Pasolini et Fritz Lang, ce sont deux albums qui ont vraiment compté, quoi. Voilà. Oui, on va le voir, les planches sont impressionnantes. Avant de commencer à en montrer, donc je voulais interroger Arnaud Delalande sur la question de comment on démarre une bande dessinée. C'est vrai que vous avez une centaine de pages pour raconter l'histoire de la montée du nazisme et cette première partie de la carrière allemande de Fritz Lang. Et là, vous démarrez sur une scène assez mouvementée, un adultère et un accident. La première épouse de Fritz Lang décède, on ne sait toujours pas comment, d'une balle tirée. On ne sait pas si c'est un suicide, un accident. Est-ce que vous pouvez commenter ce choix donc de démarrer par là? Est-ce que c'est pour attraper le lecteur, le donner envie de continuer? Et vous, que pensez-vous? Qu'est-ce qui est arrivé? Et est-ce que ça vous sert aussi à faire revenir cet enquêteur tout au long de la bande dessinée, comme fil rouge en plus de la montée du nazisme? Oui, exactement. C'est-à-dire que si vous voulez, sans être trop technique, en dramaturgie, il y a ce qu'on appelle l'accroche et la question dramatique. La question dramatique, si vous voulez, c'est l'idée que chaque histoire va répondre à une question essentielle, n'est-ce pas? Une question dramatique essentielle. Et en général, ce qu'on appelle l'accroche, c'est-à-dire les premières pages ou les premières planches dans un roman, les premières pages, ou alors le teaser, n'est-ce pas, à la télévision ou au cinéma, eh bien c'est censé être une espèce d'une séquence qui va être énigmatique ou qui va permettre de poser virtuellement, donc c'est pas forcément de l'action, etc., mais qui va permettre de poser virtuellement la problématique qu'on va développer après. Voilà, ça c'est pour la théorie, si vous voulez. Donc ça permet de poser la question dramatique qu'on va développer après. Or là, on démarre avec Fritz Lang, le choix s'est un peu imposé, parce que ce qui m'a stupéfié et qui m'a déterminé d'ailleurs dans l'écriture de ce projet, c'était que, en effet, on tombe sur cet adultère de Fritz Lang, et donc ce qui se passe concrètement, c'est que Lisa, son épouse, vient le trouver, et puis le trouve dans les bras de ce qui va être donc sa scénariste, Théa von Harbou. Et quelques temps après, quasiment consécutivement, en effet, on entend une détonation et on la trouve bientôt morte. Et donc, il y a une enquête. Simplement, l'enquête n'ira pas très loin. Et donc, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances est décédée cette femme. Ce qui est troublant, si vous voulez, c'est que j'ai pas beaucoup d'expérience du suicide personnellement, je sais pas vous, mais si vous essayez, a priori, ça va être comme ça va être comme ça. Or, on lui trouve une balle dans la poitrine, si vous voulez. Comme si elle avait... Donc évidemment, c'est assez improbable, vous comprenez, si vous essayez de reconstituer. Et donc, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'était une dispute? Est-ce que le coup est parti tout seul? Il y avait un revolver, visiblement, ce qui n'est pas étonnant. Fritz Lang a fait la guerre, etc. Donc, mais les circonstances, est-ce qu'il s'agit d'une dispute qui a mal tourné, vraiment d'un suicide, ou alors de quelque chose prémédité, sans doute pas, mais vous voyez, sous l'impulsion, sous la dispute. En fait, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Et ça fait partie du mystère, mais qui était ce mystère dont allait émaner la bande dessinée, parce qu'évidemment, l'intérêt pour moi ensuite, vous comprenez, c'est que la filmographie de Fritz Lang est tirée par ce problème de la culpabilité, du mal. On est avec M, le maudit. On est avec M. Metropolis, on est avec Dr Mabuse, qui hypnotise les foules comme Hitler et qui va donc étendre son emprise sur le monde. On est avec voilà tous ces personnages. On se souvient des yeux fous aussi de Peter Lorre. On se souvient de tout ça. Donc ça permettait de poser cette question dramatique j'allais dire du péché originel de Fritz Lang. Est-ce que toute sa filmographie ne viendrait pas de finalement cette espèce de flétrissure originelle? C'est assez beau. Et évidemment, il répond du point de vue contextuel, si vous voulez, métaphorique, il répond le drame du nazisme. C'est-à-dire que l'ensemble de l'Allemagne va être gagné par ce péché. Et c'est ce qu'il va décrire, lui. Dans ses films, hein, en particulier M. le Maudit, évidemment, mais Mabuse déjà, hein, cette espèce de montée en puissance du crime et de la malédiction. Donc évidemment, vous comprenez, quand on a tous ces éléments mis bout à bout, on a un sujet, quoi. Donc pour démarrer la bande dessinée, donc on a déjà ces premières planches magnifiques. On retrouve un jeune Fritz Lang qui d'abord voulait être peintre. Il s'est formé à Paris notamment. Et c'est sûrement à Paris qu'il découvre le cinéma, et notamment Fantomas de Feuillade. J'ai mis le comparatif du Gaumont Palace.
Et donc il voulait être peintre, et donc je pense qu'on peut parler de votre peinture, de votre travail sur la bande dessinée. Donc je remonte les planches que j'ai montrées un peu vite, celle de droite que je trouve vraiment très belle, avec cette révélation que la peinture pouvait être animée et que ça peut à un moment donné être le cinéma. Donc Fritz Lang est né en 1890, le cinéma, les premières séances arrivent en décembre 1895, donc c'est vraiment l'un des premiers, l'un des précurseurs. Et donc voilà, Éric, je voulais vous interroger sur votre technique. Vous êtes un adepte de ce qu'on appelle la mise en couleur directe. Oui. Donc je vous propose qu'on montre le premier extrait, Aurélie et Alexandra en cabine, et que vous, si vous voulez bien commenter ce qu'on voit à l'écran. Alors c'est le travail d'Éric Liberge sur une autre bande dessinée qu'il a fait avec Gérard Mordillat, mais ça va nous permettre d'éclairer votre travail. Oui, alors là, c'est l'album Notre part des ténèbres. Donc, pour vous commenter, comment faire? Bon, déjà, la mise en couleur directe, ça veut dire on est sur l'original. On est sur la feuille sur laquelle on dessine, sur laquelle on vient d'ancrer. Donc, l'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est la pose de l'encre de Chine sur les croquis au crayon à papier et tout ça. Donc, un original, une fois ancré, il est noir et blanc. Et si la bande dessinée se trouve devoir finir en couleur, il faut soit passer par une colorisation, ce qu'on appelle traditionnelle, en couleur directe, comme ici, c'est-à-dire avec de l'aquarelle, des encres, toutes sortes de médias, si vous voulez, qui soient, bon, aussi bien même les crayons de couleur ou le matériel qu'on utilise en primaire, hein, il n'y a pas de limite. On fait ça, ou alors on passe, comme beaucoup aujourd'hui, par l'ordinateur et Photoshop. Mais la grande différence, c'est que une mise en couleur sous Photoshop reste immatérielle, si vous voulez. Une mise en couleur traditionnelle sur l'original, et ben voilà, l'original va perdurer, il pourra être exposé en couleur, et ça fait une œuvre unique. Voilà. Donc il y a toujours préférence, même dans le domaine de l'édition, à rester, on va dire, traditionnel et à aller même se battre un peu contre l'époque. C'est-à-dire l'époque veut de l'intelligence artificielle, veut numériser absolument tout, c'est-à-dire dématérialiser. Or, il me semble que le sens d'une œuvre, c'est de rester matériel. Et quand on a, par exemple, un album de 60 ou 80 ou 100 pages mis en couleur directe devant nous, c'est quand même une émotion. C'est quand même quelque chose qui existe, alors qui est fragile évidemment, qui peut être détruit, brûlé. Il y a des auteurs qui ont perdu du travail comme ça dans des inondations, un incendie de maison et autres. Mais voilà, on l'a réalisé avec nos mains, notre sueur, etc. Voilà, c'est ce à quoi je tiens, moi. Alors quand je parle de combat contre l'époque, c'est vrai, il y a énormément d'auteurs aujourd'hui qui transposent leur travail sur palette graphique, c'est-à-dire qu'ils travaillent en virtuel, sur un écran, même en termes d'ancrage, et donc il n'y a plus d'original. Pour voir leurs œuvres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une sortie papier ou une sortie couleur. En soi, l'œuvre n'existe plus. Elle peut être reproduite comme ça par 100 000 si on fait 100 000 sorties, 100 000 copies, quoi. Et c'est très dommage. Il n'y a rien de plus beau que de voir, moi je m'en souviens, mais les premières émotions de bande dessinée, c'était de contempler un original en vrai, dont j'avais l'album à la maison. Et je me disais, voilà, je suis en train de voir la vraie page numéro 32 de l'album que j'ai à la maison. Tout en couleur, donc voilà. Oui, parfois quand on regarde de près un original, on voit les petits bouts de Tipex, les ratures dans le texte, et ça, une fois que c'est scanné et que c'est reproduit par milliers dans la bande dessinée, on le voit pas, donc voilà. Il y a quelque chose de magique, effectivement. Et je dirais que c'est comme ça aussi qu'on peut apprendre le métier, c'est-à-dire c'est en voyant les pages de Bilal, de Margerin, de Moebius ou autres, ou même de Druillet, hein, ce qui m'est arrivé pour moi, c'était les auteurs de Métal Hurlant de la fin des années 70. Quand on voit l'original, on voit ce qui s'est passé. On voit les repentirs, c'est-à-dire les corrections.
Si on a un œil un peu plus aguerri, on voit si c'est de la gouache, si c'est du crayon, si c'est de l'aquarelle, si par exemple s'il y a des corrections, donc si l'auteur a découpé, recollé un bout de papier, enfin, et tout ça, comment dire, on peut pas l'inventer, il faut le voir. Alors, je ne sais pas il existe certainement des écoles de bande dessinée, mais je pense que la véritable école de bande dessinée, c'est la curiosité et le contact avec les originaux. Et justement, toujours pour parler de votre technique, donc vous travaillez à l'aquarelle, à l'encre de Chine. Comment vous avez choisi la palette de couleurs sur cet album Fritz Lang ? Sachant que là, je montre quelque chose qui n'est pas très représentatif. C'est un moment où vous parlez de l'expressionnisme dans le cinéma allemand et donc vous reprenez cette scène très connue de Caligari. Oui. Mais la BD est un peu plus colorée quand même. Alors, effectivement, il y a fort longtemps, j'ai pu acheter un livre qui parlait du cinéma expressionniste allemand. Et j'ai pu voir évidemment que toutes les photos, bien sûr, étaient noir et blanc, mais étaient très chargées en atmosphère, c'est-à-dire imaginez un temps gris, enfin un paysage hivernal avec des silhouettes, des ombres, enfin des choses très fantomatiques comme ça. Donc, pour retranscrire ce type d'atmosphère, par exemple dans l'album sur Fritz Lang, il fallait forcément aller vers du flou. Même si mon trait, par nature, reste assez précis, il fallait créer comme ça une espèce de paysage onirique, atmosphérique, qui évoque les films de ces années-là. Et ça, à peu près dans chaque case, pour coller à une époque. Donc, quelle est la technique ? Eh bien oui, c'est d'abord un noir et blanc assez nuancé, hein, pas boum, noir et blanc, mais avec des niveaux de gris, des choses comme ça. Et comme on était en couleur sur cet album-là, il fallait ensuite rajouter une légère impression de couleur, c'est-à-dire ne pas saturer le travail qui avait été fait auparavant avec une couleur égale, hein, en termes de charge, mais plutôt une évocation. Je parle beaucoup d'atmosphère, mais je ne peux pas utiliser un autre mot. Une évocation atmosphérique de ce qu'on était en train de raconter. Donc ce n'est pas un pléonasme, c'est un accompagnement, une mise en forme qui colle avec le style de l'album, quoi. Voilà. Justement, des exemples de ce noir et blanc légèrement coloré. Là, on voit dans la bande dessinée la réception par la foule de Dr Mabuse, le joueur, le premier Dr Mabuse de Fritz Lang, et donc aussi son premier gros succès. Et en effet, vous l'avez dit, Arnaud, donc là je vous ai mis la filmographie, les premiers films de Fritz Lang, et j'ai mentionné les films où Thea von Harbou a signé le scénario. Donc on retrouve La statue qui marche, Cœur en lutte, Les Trois Lumières. Et donc, Dr Mabuse, le joueur, leur premier grand succès tous les deux, qui prédit effectivement peut-être quelque part la montée du nazisme, qui est une grande critique de la corruption, de la manipulation des masses, et peut-être qui prédit peut-être déjà la crise aussi de 1929. Et quelque part, Fritz Lang a eu une sorte de prémonition, je trouve, dans ce film. Et donc voilà, là, je vous montre cette planche de Dr Mabuse. Et ensuite, on retrouve évidemment les Nibelungen. Donc peut-être, Arnaud, vous pouvez nous parler de ce moment dans la carrière de Fritz Lang où on lui demande de parler des récits fondateurs allemands. Si vous voulez en reparler. Oui, alors il y a deux choses. Alors la première, c'est que ce qui est intéressant, vous voyez, dans la bande dessinée, c'est qu'en fait, il y a une espèce de recherche de synesthésie, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr le côté... on cherche tout est sens. Et donc ce que décrivait Eric, en fait, c'est qu'à chaque album, et particulièrement là, puisqu'on a un courant cinématographique qui est très affirmé, qui est l'expressionnisme, on a eu des discussions assez longues sur la façon de le traiter, en effet, y compris à la couleur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on pourra mettre en perspective tout à l'heure avec Pasolini, parce que les premiers essais en noir et blanc pouvaient aussi être dangereux, parce que si vous voulez du gris partout, c'est pas évident du tout à composer, enfin. Et donc, je pense que tu nous diras, Eric, mais je pense que le travail sur Fritz Lang a aussi été un préliminaire, finalement, à la maîtrise de la palette des noirs et blancs sur Pasolini qui va l'être intégralement.
Ouais, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche le sens par rapport, comme tu disais, le côté atmosphérique par rapport au sujet. Hein. Donc, il nous fallait un style expressionniste, de même qu'on va trouver chez le Pasolini plus tard, un style qui flirte avec le néoréalisme italien et avec la palette de pasolinienne, forcément. Alors, pour ce qui est des Nibelungen, c'est intéressant parce que c'est justement le moment peut-être charnière en effet où commence à se dessiner une différence de perception dans la création entre Thea von Harbou et Fritz Lang. Ou plutôt c'est le moment où ils sont encore d'accord. Ça ne va pas durer. Parce que Fritz Lang il est amené un peu par elle, hein, c'est-à-dire qu'elle a un peu le cerveau aussi dans cette affaire. C'est un virtuose et un visionnaire, mais certains trouvaient qu'elle était plus intelligente que lui. Et elle écrit quand même tous ses films. Et alors, donc elle l'amène un peu au Nibelungen aussi, qui est, dans lequel elle voit évidemment une exaltation des racines pan-germaniques. Ça va permettre comme ça de renouer avec la mythologie. Voilà, c'est évidemment un chef-d'œuvre, c'est magnifique. On pourrait y voir, c'est le Seigneur des Anneaux de l'époque, si vous voulez. Hein. Et donc ça remue beaucoup de choses, mais évidemment bientôt cette instrumentalisation de la mémoire ne va pas être considérée de la même façon par les uns et les autres, hein, puisque bien entendu Hitler va s'appuyer beaucoup sur ce référent pan-germanique, sur la mythologie de manière générale. On sait son affection, vous vous souvenez, pour justement toutes ces questions, le fameux groupe de Thulé, etc. Donc donc il va y avoir une lecture évidemment des origines qui va devenir bien plus nauséabonde sous Hitler. Or, à ce stade-là, Fritz Lang ne voit pas encore ce qui se passe. Pour lui, c'est c'est une espèce de grand opéra lyrique et d'aventure. Il ne faut pas oublier qu'il adore ça. Il a un côté très série B en même temps. Et d'ailleurs, on voit passer un moment Hitchcock sur le plateau de Fritz Lang, parce que de fait, il va y passer à un moment donné. Voilà Hitchcock. Ah bah voilà, habile transition. Donc c'est pas sur le plateau des Nibelungen qui passe là. On n'est pas. Oui, c'est ça. Là, on voit le fameux plan de l'arbre et voilà. Monsieur. Alors il y est passé. C'est un épisode authentique et on sait à quel point Hitchcock va être influencé par la filmographie de Fritz Lang. Quand vous voyez le tombeau hindou, c'est du Indiana Jones un peu avant la lettre, vous voyez. Mais même, je voyais votre salle Buster Keaton, si vous voyez le mécano de la Générale, c'est du Spielberg. Hein. Vous voyez, il y a du Indiana Jones. Ce que je veux dire, c'est que le découpage, l'efficacité narrative, qui est aussi le propre de la bande dessinée, eh bien, il y a des passerelles, forcément. Tout le monde s'est nourri de ses prédécesseurs, n'est-ce pas? Et donc, de la même façon que Hitchcock va se nourrir de Fritz Lang, Spielberg a pu se nourrir de Buster Keaton, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, les Nibelungen, c'est un moment où ils sont encore assez en phase, mais déjà se dessine cette différence d'analyse dont je parlais, qui est que l'une va y voir l'exaltation de valeurs en fait, qui seront portées plus tard par les nazis et le côté arien, etc., alors que Fritz Lang, il voit une espèce de grande aventure et d'opéra lyrique qui est une grande épopée comme le serait le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, et il n'y voit pas encore la malice politique qui va s'y glisser. Et ça va devenir patent quand ils vont attaquer Métropolis. Justement, on arrive à Métropolis, mais en effet, donc Alfred Hitchcock était décorateur, donc il est britannique, il était décorateur dans les années 20 et il travaille en tant que décorateur à l'UFA, donc le studio de tournage assez connu à Berlin à ce moment-là. Et donc on le voit. Alors je ne sais pas s'il a vraiment foulé les pieds du tournage des Nibelungen, oui. Si, de même que... alors, le tournage, je ne sais pas, je suis sûr, il me semble que si, quand même, hein, sinon je ne l'aurais pas mis là. Et d'autre part, il n'a pas été le seul, Eisenstein est venu, enfin, il y a eu comme ça une série de cinéastes qui sont venus, forcément, hein, comme les studios, souvent ils tournaient en même temps, voilà, vous avez 5 salles de cinéma, ils avaient plusieurs studios, donc ils allaient les uns chez les autres, et puis, quand la notoriété de Lang a commencé à grimper, c'est-à-dire assez précocement, forcément, quand on pouvait y aller, on y allait. Ouais. Et sur Hitchcock et Fritz Lang, ce qui est intéressant, c'est que y a la scène de la montée du clocher dans Sueur froide, on dirait plan pour plan une certaine scène dans M le maudit. Donc c'est intéressant de voir 30 ans après, en effet, ce parallèle. Et il y a aussi une petite guerre, alors je ne sais pas si personnellement entre eux, mais les premiers films d'Hitchcock, on lui a reproché de faire du sous Fritz Lang, et plus tard, Fritz Lang a une carrière aussi, il a tourné et filmé beaucoup de films aux États-Unis et on lui a reproché de faire du sous-Hitchcock.
Donc je trouve ça intéressant, ces deux périodes, deux carrières différentes qui s'entremêlent. Et c'est des critiques qui écrivent l'histoire en comparant beaucoup, parfois pas pour beaucoup de choses, mais voilà. Et donc ensuite on arrive à Metropolis, mais avant ça un passage à New York en 1925. Et donc en montrant ces planches, je pense que vous voulez montrer que Fritz Lang a été inspiré pour la ville du futur, la ville de Metropolis. Donc déjà, ces planches sont extrêmement impressionnantes de détails. Et voilà ensuite Metropolis, donc le robot de Metropolis, et puis cette grande actrice, cette révélation, Brigitte Helm, et un scénario de nouveau de Thea von Arboux. Il me semble que Fritz Lang a fait Metropolis pour certaines raisons, et Thea von Arboux a écrit ce sujet pour d'autres raisons. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, Arnaud. C'est ce qui est montré dans la bande dessinée au moment de leur rupture aussi. C'est-à-dire c'est-à-dire à partir de Metropolis, effectivement, la divergence va commencer à grandir parce que là aussi, l'interprétation n'est pas la même et c'est sujet à débat, ce qui n'était pas vraiment le cas sur les Nibelungen en fait. Hein. Il faut voir que parallèlement, vous voyez, on est 1927, donc on commence petit à petit à monter vers, on n'est pas encore en 1933, mais vous voyez, il y a eu le putsch de la brasserie de Munich, le NSDAP est en train de monter, etc. Donc le délitement est en route hein, déjà. Et donc ce qui va se passer, c'est que Théa, il voit dans cette espèce d'avènement, alors ça résonne d'ailleurs assez singulièrement avec notre époque actuelle. Hein. J'entendais Eric parler d'intelligence artificielle, alors c'est pas tout à fait le débat là, mais c'est la mécanisation généralisée, c'est le gigantisme urbain, c'est l'idée qu'on va être broyé par la machine. Hein. Ça remonte aussi à la révolution industrielle avant le 19e siècle, vous voyez, c'est le prolongement. Et donc Fritz Lang, il voit lui l'avènement d'une société technicienne qui peut nous bouffer en gros. Hein. Et justement, avec ses riches et ses pauvres qui sont indifférents, il y en a qui sont dans les sous-sols, il y en a, c'est un peu binaire, mais vous voyez, par exemple, dans d'autres, c'est devenu une espèce d'arlésienne de la science-fiction. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, Elysium, vous voyez, avec Jodie Foster et Matt Damon, c'est exactement le même truc. Hein. Ils sont dans la station de rêve là-haut. Bon, Metropolis a posé ce jalon-là en quelque sorte. Mais donc, il y voit comme ça finalement un instrument d'injustice. Et un côté techno-scientiste finalement et gigantesque qui est aussi celui qui nous fait peur avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est une vraie question, est-ce qu'on n'est pas mangé par nos propres tuyaux, hein, The Matrix, etc. Donc il y a ça, et elle y voit au contraire elle y voit une forme de progrès qui va libérer l'individu, qui va permettre au contraire de s'affranchir. C'est l'histoire d'une libération, au contraire, c'est l'histoire par ce gigantisme, par cet avènement technique, par ce contrôle cette fois en la science, eh bien on va arriver à dominer la nature. Hein. Il y a presque un prolongement cartésien aussi là-dedans, tout simplement. Donc mais vous voyez qu'évidemment, selon l'interprétation qu'on en fait, et quand on va la rapprocher de ce qui va se passer quelques temps après, avec les camps de concentration, eh bien, on comprend que c'est ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'en germe se niche déjà, évidemment, ce rapport très ambigu à la science, à la technique, qui nous poursuit. On l'a encore vu avec le Covid, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui, et avec l'intelligence artificielle maintenant, donc c'est vraiment quelque chose qui est alors en germe, et qui va donc semer la discorde, en fait, entre eux. Merci pour les explications. Sur ces deux planches impressionnantes, Eric, peut-être vous avez un commentaire. Moi, je me demande comment vous composez l'image. Il y a ces différents plans, peut-être par des calques, ou vous faites tout en direct, vraiment. Alors non, ça ne sort pas comme ça. Des grandes planches comme ça, c'est-à-dire une case, c'est un peu typique des années 70, on va dire, Comment vous dire, certains auteurs étaient familiers de la chose, donc Philippe Druyet, Moebius, etc. Donc on est sur une narration qui est un peu suspendue comme ça dans le cours du récit. Donc on montre une image. Effectivement, l'image peut raconter plusieurs choses. Là, c'est le cas. Mais il y a aussi un point de vue forcément esthétique, c'est-à-dire qu'on tombe sur une case comme ça, on aime bien passer du temps dessus, regarder, revenir et tout. Donc elle raconte à la fois beaucoup de choses et c'est une espèce de point d'orgue un peu esthétique dans l'album. Alors comment on compose ce type d'image ? Eh bien, souvent on voit ça avec Arnaud. Alors, moi, disons que je propose dans mon découpage, dans ma façon de faire,
j'essaie de synthétiser comme ça plusieurs moments de ce qu'il raconte ou de ce qu'il propose à raconter, et j'essaie comme ça de synthétiser, de résumer en un moment, comme je dis, un peu suspendu dans le récit. Et c'est bien parce que paradoxalement, ça crée une durée. C'est-à-dire que on est dans un album, enfin je pense là, du point de vue du lecteur, on est dans un album qui risque d'être repris et non pas rangé d'un seul coup dans une étagère. Et voilà, je pense que le lecteur a envie de revenir sur les images et de revivre le récit, peut-être uniquement par les yeux, sans lire l'histoire, et découvrir ainsi d'autres couches de lecture, d'autres couches narratives. Et avec Arnaud, c'est ce que j'aime, enfin, il me permet de le faire, et c'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est-à-dire donner au récit, cette fois au pluriel, que l'on fait, un ton un peu plus onirique, un ton plus symbolique aussi, parce que j'aime beaucoup la peinture symboliste. Voilà, quelque chose de pictural auquel on n'aurait pas forcément pensé, qui fait appel au rêve, au symbole, à l'inconscient, quoi. Voilà. C'est ce qui est vraiment impressionnant dans la bande dessinée. Si vous voulez la feuilleter, après, en sortant de salle, on sera dans le hall, pourrez la découvrir davantage, même si là, on vous montre déjà pas mal de planches, mais j'ai pas tout montré. Là, il y en a qui sont très impressionnantes et j'ai pas tout montré. Ensuite, on avance dans la filmographie de Fritz Lang. On arrive donc à son chef-d'œuvre, M le maudit. Donc son premier film parlant où le son est extrêmement crucial. C'est par le son qu'on entend M le maudit arriver. C'est par le son qu'on le repère avec ce motif musical de Peer Gynt. On l'entend ouvrir une porte aussi avant de le voir arriver pour la première fois. Donc voilà, M le maudit, également scénario signé par Thea von Harbou. Et donc il faut croire que ces films-là ont été vus par Adolf Hitler et par Goebbels, qui était alors directeur de la propagande. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je vous montre pas tout à fait la suite. Je pense qu'on peut lancer le deuxième extrait, parce que Fritz Lang va nous raconter ce qui s'est passé ensuite. Voilà, moi ce qui m'étonne, c'est que Fritz Lang a donné beaucoup d'entretiens et a parlé de ce moment plusieurs fois. Et j'ai l'impression qu'il a rajouté des détails en fait à chaque fois. Et un peu comme dans ses films, il joue aussi parfois avec la vérité, le mensonge. Et peut-être qu'il a quelque part un peu créé son mythe. Et dans d'autres entretiens, il dit qu'il part, enfin là il l'a dit, il part début 1933, qu'il est parti directement le soir même. Or, son passeport a montré qu'il a fait des allers-retours, qu'il est revenu plusieurs fois en 1933. Et donc, effectivement, il a donné beaucoup d'entretiens, notamment un assez mythique avec William Friedkin. Et donc, là, je vous interroge tous les deux. Quand on écrit une biographie dessinée comme ça sur Fritz Lang, ou sur peu importe le sujet, comment on trouve la vérité, comment on repère ce qui est faux, ce qui est vrai, et qu'est-ce qu'on raconte ensuite ? Enfin, peut-être énoncer quelque chose d'abord. Évidemment, les choses partent du scénario. Donc là, dans le cas de, par exemple, cette scène, Arnaud l'a écrite. Et après, je crois qu'il faut... bon là, Fritz Lang raconte des détails que je ne connaissais pas, quoi. Ce couloir avec les dalles en ciment et puis rien, enfin un truc de cauchemar, quoi. En ce qui me concerne, sur le texte d'Arnaud, un film se fait dans ma tête. Et là, pour le coup, la première version est celle qui est la bonne. C'est-à-dire que c'est une impression qu'on reçoit directement. Donc, je reçois du matériel visuel depuis son écrit à lui, et je m'y tiens pour retranscrire la forte impression que j'ai eue à lire ces lignes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça un truc qui nous est envoyé. Donc, ce que Fritz Lang raconte, j'aurais pu peut-être m'en servir si j'étais tombé sur cet extrait-là, pourquoi pas. Mais je pense que je me le serais approprié moi-même pour en faire autre chose. Et raconter peut-être un peu ce que Arnaud disait au début, c'est-à-dire extraire, en fait... extraire un argument ou en tout cas une accroche de ce que l'on veut raconter. Là-dessus, Gérard Mordillat a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit
dans le roman, dans le cinéma, enfin bref, il est important de raconter quelque chose sans le dire. Et ça, là, on y est, on est en plein dedans. Là. Voilà. Justement, votre interprétation aussi de cet entretien, de cette fuite, se transforme en cavale expressionniste. Et vous citez Nosferatu, qui est donc de Murnau, pas de Fritz Lang. Oui. Là, c'était... Alors, évidemment, là, on passe par plein de phases, plein de couleurs et de comment dire, une espèce de mise en scène théâtrale comme ça. Mais là, c'était le moment de le faire, de peut-être, justement, au sein du scénario d'Arnaud, de faire une petite césure et de rajouter peut-être, là, pour le coup, de distendre un peu ce moment-là, de l'expanser en fait, pour raconter, juste pour le plaisir en fait, le cinéma expressionniste, évidemment pour le plaisir, mais en même temps de l'inscrire dans la panique qu'a ressenti certainement Fritz Lang dans le bureau de Goebbels, et de transformer tout ça en une espèce de maelstrom, de cauchemar, comme ça, illustré par l'expressionnisme. Donc voilà, c'est une cuisine qui est très instinctive, qui s'impose d'elle-même. Et je le dis franchement, hein, quelquefois on a des images qui nous tombent du ciel comme ça, on se dit bah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et on a beau retourner les scènes en disant non, c'est peut-être un peu trop. Non, finalement, les ingrédients sont là et s'il fallait rejouer le truc, on se dirait bah ouais, si on le met pas, ça manque, quoi. Voilà. Bah, c'est parfait comme ça, c'est très réussi. Et vous, Arnaud, donc dans le scénario que vous avez partagé à Eric, qu'est-ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez retiré de... Bah, j'imagine que vous avez vu ces extraits aussi, ces témoignages de Fritz Lang. Alors, même pas, je vais vous dire. Mais oui, plusieurs choses. D'abord, en effet, c'est une impression rétinienne qu'on essaie de transmettre au dessinateur. Donc, on se fait un premier film dans la tête et le tout. Vous savez, Stephen King, qui est un jeune auteur qui a vendu quelques livres, ça vous devez le connaître. Eh bien, il disait dans un de ses bouquins, l'écriture, c'est fabuleux, c'est de la télépathie. Parce qu'effectivement, vous écrivez quelque chose, vous savez, puis quelqu'un d'autre le reçoit ailleurs, dans un autre temps, et c'est comme s'il entrait dans votre cerveau au moment où vous l'avez créé, vous comprenez. Alors, ce à quoi je réponds modestement dans les ateliers, etc., c'est même plus que ça, c'est de la téléempathie. C'est-à-dire que on fait passer non seulement des idées, mais évidemment, le but, c'est de faire passer l'émotion. Et donc là, il s'agit de la suggestion, c'est presque du m'abuse, c'est de la suggestion visuelle, vous voyez, que fait le scénario en fait, dans le découpage. Hein. Et donc le but, en effet, c'est de déclencher des impressions rétiniennes et que les dessinateurs puissent, voilà. Et ce qui est amusant et formidable avec Eric, parce qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble, c'est que je sais aussi, on sait comment on fonctionne l'un et l'autre, si vous voulez. C'est ça, et donc, voilà. je sais bien qu'il y a des déclencheurs aussi visuels, et que de temps en temps, il suffit, vous savez, de dire un petit truc et pouf. Et là, il a été formidable parce que sur le moment de la fuite de Fritz Lang, c'est lui qui a amené cette idée de la cavale expressionniste. C'est pas moi, c'était pas écrit ça, voyez. Donc de tout à coup convoquer Nosferatu, évidemment, ça s'impose. On a déjà cité le Golem avant, hein, on a vu Caligari, etc. Donc on avait quand même du matériel, mais on n'avait pas Murnau. Alors tout à coup, voilà, on a une espèce. Et d'ailleurs, vous noterez que dans le choix des plans et dans le choix de ces circonvolutions, etc., esthétiques, il y a aussi du Hitchcock de surfroide, effectivement, vous voyez, de l'escalier, tout ça. Donc tout ça fait sens. Et alors ça, c'est la première chose. Ensuite, sur l'événement proprement dit, on n'est même pas sûr qu'il ait eu lieu. Hein, parce que c'est quand même amusant de voir comment il raconte la chose. Il nous fait du grand cinéma là. Il y avait un grand couloir, il y avait des fenêtres, machin, il y avait du ciment, on entendait l'écho, il y avait une première salle, pardon, puis une deuxième. On se demande si en fait il n'est pas en train d'inventer tout simplement. Et de fait, certains disent qu'il n'y a pas eu de rencontre. Hein. Et qu'en effet, il n'est pas parti du premier coup, etc. Donc, il a en effet cultivé sa propre mythologie, et je le savais. La difficulté, c'est que le dessinateur, il doit représenter, n'est-ce pas? Je peux pas lui laisser, je peux pas dire c'est peut-être oui ou peut-être non. Donc, dans ces cas-là, c'est un parti pris, et c'est pour ça que le fait d'introduire de l'onirisme et cette séquence de cavale fonctionne très bien, parce qu'elle nous permet d'avoir recours à ce qu'on pense être une interprétation. Parce que la fameuse vérité, on ne la sait pas. On n'y était pas. Vous voyez? Et donc la vérité de Lang lui-même, je ne suis pas sûr qu'il en soit sûr. Hein. Il a peut-être réinventé, il a peut-être brodé. La mémoire est trompeuse. Il a peut-être réinventé ou en effet ajouté des détails ou carrément inventé de toutes pièces certains épisodes. Donc c'est son boulot. Vous savez, c'est un illusionniste, c'est un cinéaste, comme le dessinateur de BD, comme nous. Vous
voyez? Donc, c'est pas impossible que cultivant son propre mythe, il est quand même aussi très mégalo, hein, faut pas oublier. Il y a aussi ce parallèle un peu parce que moi j'ai pas été assez dictateur avec Eric, je regrette bien Eric, hein, bien sûr. Fritz Lang est réputé quand même pour, n'est-ce pas, sur les plateaux, c'est la terreur un peu quand même, hein. Et donc, si vous voulez, il y a une équivalence avec, toute proportion gardée, je vous rassure. Mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Le côté dictateur dictateur sur le plateau, eh bien, voilà, il a ces côtés-là. Il est quand même complètement mégalo aussi. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Alors, l'événement n'est pas sûr qu'il ait lieu, et donc on a ménagé, si vous voulez, le fait de dire, c'était un choix que j'ai dû faire. Hein. Soit je raconte le mythe, soit je dis, bah non, il s'est rien passé. Mais j'ai pas la preuve non plus qu'il se soit rien passé. Donc c'est pas possible. Et pourtant il faut représenter, d'où, si vous voulez, le recours qui est formidable avec Eric, c'est qu'on peut faire un glissement presque sémantique, on part du réel, et tout à coup on bascule, on ne sait plus si on n'est pas dans un film de Fritz Lang, ou dans un film d'Hitchcock, ou dans un rêve, ou dans une cavale expressionniste complètement délirante. Et ça nous permet, si vous voulez, de nous défendre aussi en disant, bah non, on ne prétend pas que c'est la vérité, parce que figurez-vous que Nosferatu, il n'était pas là en vrai. Effectivement, c'est pas vrai. Vous voyez ? Donc c'est pas le problème. Le problème c'est la légende. Le problème c'est comment on va se saisir de cette mémoire. C'est qu'est-ce qu'elle signifie. C'est ça l'important, vous comprenez. Et donc il y a d'ailleurs une vérité symbolique et une vérité du sens ou manifestée qui est beaucoup plus importante que la vérité parfois des faits bruts. C'est un problème auquel les historiens d'ailleurs sont souvent confrontés et on sait d'ailleurs dans le bon ou dans le mauvais sens, quelles extrémités ça peut conduire parfois. Moi, je voudrais juste compléter, et ça on l'a eu avec Turing dès le début, donc Alan Turing. Notre souci, notre propos avec Arnaud, c'était de montrer le personnage intérieur. Turing, c'était ça, c'était son intériorité, c'était ses conflits, voilà, tout ce qui représentait cette espèce de chaos et qui fait justement tout l'aspect romanesque du personnage. Pour Fritz Lang aussi, cette scène de cavale, c'est ça, c'est un cauchemar à l'intérieur du personnage. Donc il faut le représenter et pour le lecteur, ça donne à voir justement l'échelle de ce qu'il était, des univers auxquels, à l'intérieur de lui-même, il était confronté. Ça, on peut l'imaginer très bien. Et ce type d'image permet justement cette mise en abîme. Voilà. En tout cas, l'événement Goebbels, on ne saura pas, mais en tout cas, ce qui a vraiment eu lieu, c'est ce départ pour les États-Unis, un peu comme ses confrères Lubitsch ou Stroheim ou Murnau, qui sont partis ensuite faire carrière à Hollywood, mais en tout cas, il y a eu cette séparation, comme vous le disiez au début, avec sa scénariste, l'amour de sa vie, Thea von Harbou, qui adhérait aux idées du parti et qui, elle, est restée en Allemagne. Puis voilà, Fritz Lang, après, c'est encore des dizaines de films aux États-Unis, peut-être l'objet d'une deuxième bande dessinée, puisque vous vous êtes arrêté là. Et puis voilà, je pense qu'on peut passer à Pasolini, sauf si vous vouliez reparler de quelque chose. C'était très bien. Arnaud, non ? Non, continuons. Eh ben, on parle de nouveau de vérité. Cette bande dessinée, elle est sortie là il y a quelques mois, en 2025. Pasolini est décédé en 1975 d'un accident, d'un assassinat. On ne sait toujours pas qui l'a tué. En tout cas, il y a un mystère. Et ce mystère, vous vous en emparez en inventant un ange qui arrive au dernier moment, qui lui parle et qui sert quelque part de fil rouge, de voix off. On ne sait pas trop si c'est sa voix intérieure ou ses cauchemars qui lui parlent. Oui, sa conscience peut-être. Là, Arnaud, tu peux peut-être plus nous en dire. Moi, je l'ai ressenti comme ça, sa conscience. Bien sûr, on a démarré tout à l'heure en disant qu'il y avait une question dramatique, c'est ce que vous appelez le fil rouge, hein. Et donc c'est la même idée, si vous voulez, c'est que on parlait à l'instant de Fritz Lang et cette part d'indéterminisme ou d'interprétation des faits. Ce qui est certain pour clore ce chapitre, c'est qu'il a été pressenti et on lui avait proposé le cinéma national-socialiste. Et effectivement, il est parti quand même à cause de ça. Mais pour autant, dans le cas de Pasolini, vous voyez qu'on tombe un petit peu, il est lapidé donc en novembre 1975 sur une plage, une espèce de terrain vague à Ostie, hein. Et en effet, on ne sait pas exactement pourquoi. Alors il y a le prétexte qui semble être une histoire homosexuelle, etc. Bon, qui peut-être a fait partie
j'allais dire, du problème, mais qui visiblement était aussi, comment dire, non pas un alibi, mais voilà, qui cachait l'arbre cachant la forêt. Bon, on sait qu'il allait sortir un bouquin qui s'appelait Pétrole, qui remettait en cause beaucoup de puissants industriels italiens. Donc de là à imaginer qu'il ait été liquidé pour les révélations qu'il s'apprêtait à faire, c'est aussi une option très sérieuse. Hein. Donc on n'a pas là aussi la clé, un petit peu comme dans Fritz Lang, vous voyez, il y a cette même ambiguïté morale de départ, enfin morale, cette même ambiguïté de départ, on ne sait pas exactement. Mais alors du coup, ça permet justement aussi de s'appuyer là-dessus. Et la question que je pose au départ est toujours valide, c'est-à-dire comment on aborde une personnalité comme ça. Surtout un être aussi complexe que Pasolini, vous comprenez. Alors, d'autant que moi j'avais vu 3-4 films de Pasolini, mais là mon cher ami Denis Gombert m'a bien aidé parce que lui avait tout lu de Pasolini, hein, et donc il est arrivé avec cette matière, simplement elle n'était pas organisée de façon à ce qu'on puisse la raconter sous forme de récit, de bande dessinée ou de film. Voilà. Et donc la question qui s'est posée, c'est toujours la même, par où on entre, par quel point, par quel bout on entre. Et là, en effet, l'idée qui répond aussi à ce qu'on a dit auparavant, je pense qu'on a une clé quand on se pose la question de l'entrée intérieure du personnage, la clé intime, psychologique du personnage. Pour vous donner un exemple, quand on a fait Alan Turing, on s'est posé la même question avec Eric, qui était de se dire, bien sûr, rapidement, pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne sont pas familiers du personnage, donc c'est lui, Alan Turing, qui est un mathématicien de génie. Il y a eu ce film Imitation Game avec Benedict Cumberbatch, qui a en quelque sorte presque sauvé la mise de la guerre parce que il a été avec les meilleurs cruciverbistes, analystes, scientifiques, mathématiciens de son temps à Bletchley Park au nord de Londres pour essayer de casser le code de l'Enigma, qui était une machine qui permettait au Führer de transmettre ses instructions à l'ensemble de ses forces navales. Donc si vous arriviez à craquer le code de l'Enigma, qui représentait plus de 15 milliards de possibilités avec une clé qui changeait de code, qui changeait tous les jours, et bien si vous arriviez à percer ce code, vous arriviez à lire dans les pensées du Führer avant que les événements se produisent. Et donc vous pouviez faire basculer la guerre. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque à la faveur de cet événement, Turing a réussi à casser le code de l'Enigma, et donc on raconte pas que ça, on raconte son enfance et ce qui s'est passé après, justement, parce qu'il y a eu un procès, etc. Bon, c'était assez long comme histoire, mais toujours est-il que la question qui se posait, c'était quelle est la clé d'entrée ? Et on a vu la bonne quand on a dit avec l'éditeur, en fait, on va pas dire la question dramatique, est-ce que c'est Alan Turing va-t-il arriver à battre l'Enigma ? C'était Alan Turing, qui est un homosexuel qui vit entouré de secrets, au milieu de l'armée, qui ne peut pas se déclarer, qui va avoir une fiancée, mais de circonstance, on va dire, pour la galerie, quoi, etc. Cet homme qui est environné de secrets, de services secrets, qui porte son premier amour qui est mort parce qu'il a bu du lait de manière absurde, 15 jours après avoir bu du lait, et dont il ne s'est jamais remis, qui s'appelait Christopher Morcom, etc. Eh bien, on se dit, en fait, Alan Turing, qui est pris de chiffres, qui cherche cette espèce de gnose, de réponses dans les chiffres, un peu comme ceux qui coulent de la matrice, si vous voulez, eh bien, en fait, la question, c'est pas ce qu'il va battre l'énigme, c'est est-ce qu'il va décoder sa propre énigme, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, une fois qu'on a cette question comme fil rouge, ça change toute l'organisation du récit. Alan Turing va-t-il arriver à comprendre sa propre énigme ? C'est ça, la question qui rampe, la question sourde, la question qui lui fait mal. Vous voyez ? Pourquoi ? Et donc là, Fritz Lang, c'était pareil au sujet de rapport au nazisme et à la montée du nazisme. Et là, eh bien, chez Pasolini, on s'est dit, en fait, cet homme qui a été sans arrêt déchiré, parce qu'il est jamais là où on l'attend, hein, c'est le seul révolutionnaire réac que je connaisse, on va y revenir. Il est blasphémateur, mais c'est un amoureux du Christ. Il est marxiste, mais il est anarchiste. Il est homosexuel, mais il est absolument contre les revendications de mai 68. Hein, il trouve que c'est des rigolos hédonistes qui vont se faire piéger par le consumérisme. Vous voyez en quoi il est visionnaire aussi, de ce point de vue-là. Donc, pour cerner un personnage comme ça, et je m'arrête, eh bien, l'idée a été qu'en effet, il dialogue, et on trouvait ça très beau comme entrée poétique avec Denis, il dialogue avec son ange, avec celui qui va lui servir de passeur dans la mort, à un moment où il est lapidé et à l'agonie sur la plage. Eh bien, on vient faire le bilan de sa vie et de toutes ces contradictions qui l'ont mené sur cette plage. Est-ce qu'on peut sauver ton âme, Pier Paolo ? Justement, en parlant de Pier Paolo Pasolini, j'aurais peut-être dû vous poser cette question au début, mais donc pourquoi, pour votre deuxième collaboration dans les biopics de cinéma, pourquoi parler de Pasolini ? Je pense qu'il n'y avait pas seulement cette commémoration des 50 ans de son décès, c'est aussi un cinéaste extrêmement torturé, ce révolutionnaire, réactionnaire dont on va reparler. C'est très compliqué en fait de parler de sa vie et de trouver le bon ton. Oui, alors là pour le coup, le sujet est arrivé. Arnaud me l'a proposé, donc moi j'ai toujours été un peu fasciné depuis adolescence par Pasolini. Donc le fait
traiter un album comme ça, j'ai dit oui immédiatement. Maintenant, je me suis, pour le coup, je ne me suis pas impliqué du tout, évidemment, dans leur écriture à tous les deux. Mais par contre, j'ai reçu cette matière, oui, avec un peu plus d'angoisse, je dirais, que Fritz Lang. Parce que là, Pasolini, c'est pas pareil. Là, on est sur un sujet qui est très controversé, une personnalité très complexe, voilà, pétrie de contradictions. Graphiquement, pareil, je ne savais pas si on allait aller vers la couleur, vers le noir et blanc. Fallait-il regarder tous ces films avant de s'y mettre, et Dieu sait si les films sont âpres. Difficile à regarder, hein, quand même. C'est pas le cinéma du dimanche soir, hein, Pasolini. Pasolini, je pense que plus l'histoire est immorale, plus ça l'intéresse. Oui, il y a une dimension très sulfureuse comme ça, comme Arnaud et Denis ont l'habitude de le dire. C'est l'âme damnée de l'Italie. Donc voilà, ça a été un sujet, là pour le coup, beaucoup plus noir, beaucoup plus épineux que Fritz Lang. Mais cette dimension de l'ange, et c'est là où moi j'ai insisté, j'ai amené peut-être mon grain de sel, il y avait une dimension spirituelle. Et c'est par là que je suis entré, moi. C'est-à-dire que j'ai essayé de donner dans ce récit une espèce de transcendance, en fait, qui était peut-être moins évidente dans le scénario, mais moi j'ai essayé d'apporter beaucoup plus, disons, de ce côté-là. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans le truc. Si on était resté effectivement uniquement sur les contradictions, voilà, sur l'homosexualité, le communisme, enfin bon, les choses un peu, les grands sujets pasoliniens, je pense que j'aurais peut-être eu plus de mal à me sentir à l'aise. Mais là, il y avait cette possibilité, avec cet ange, avec des images justement qui apportent tout un contexte un peu délirant comme ça, raccroché avec mes univers, quoi, voilà. Et c'est par là que je suis rentré, moi. Voilà. Vous voulez approfondir, Arnaud, ou... Non, je pense que en fait la clé c'est la figure de l'ange, parce que c'est lui qui fait la passerelle en effet et qui oriente vers la question de savoir s'il peut y avoir une rédemption chez Pasolini, quoi. Et donc là, il y avait effectivement, ça permettait d'orchestrer le dialogue et je suis d'accord. Évidemment, ce récit n'a d'intérêt que s'il est métaphysique. Hein, c'est ça le truc. Donc il fallait le tirer en effet le plus possible vers ça. C'est pour ça d'ailleurs que on a eu cette discussion aussi sur comment on appuie sur la pédale de l'ange, si j'ose dire, aller pas trop, à certains moments il faut qu'il soit très présent, à d'autres moments plus en retrait, qui reviennent quand on l'attend pas. C'est comme la petite voix de la conscience, comme tu disais Eric, qui revient aussi, quoi, hein, jusqu'à cette espèce de moment final. Donc oui, voilà, ouais. c'est ça. Et oui, sans ça, si vous voulez, on se perd. Mais c'est tout l'intérêt de ce qu'on disait sur cette question de la clé d'entrée. Parce que sinon, si vous êtes sur un récit à plat, on s'embourbe très vite. Et alors, ce qu'il ne faut surtout pas, vous comprenez ce qui est la clé, c'est qu'on est sur l'introspection, on est sur l'émotion, sur la fameuse téléempathie. C'est-à-dire, on essaye de passer sans jugement sur le personnage. Si vous commencez à arriver avec, moi je suis chrétien, si vous voulez, si chacun arrive avec son idéologie et son truc, ou sa foi, voilà, eh bien, on perd le personnage. Il faut le prendre tel qu'il est. Exactement. Tel qu'il est. Et donc, on ne fait que montrer, en fait, les faits, ces contradictions, mais avec, je pense que là, ce qui nous a aussi beaucoup occupé, qui était une bonne clé, comme on parlait d'interprétation sur la cavale finale de Fritz Lang tout à l'heure, expressionniste, là, c'est que Pasolini est un poète, d'abord. Or, cette dimension est très méconnue en France et dans le monde, d'ailleurs. On connaît le Pasolini cinéaste de Théorème, de l'Évangile selon saint Matthieu, d'Acatone, etc. Mais on n'est pas familier de sa poésie. Or, son premier ressort, c'est lui aussi, d'ailleurs, comme Eric, les peintres symbolistes, les baroques, etc. aussi. Et il est amoureux des corps de l'Antiquité grecque aussi, les pré-raphaélites et tout ça. Et en même temps, il est avant tout un admirateur de Dante, de Pétrarque. C'est un poète avant tout. Hein. Il commence comme poète et écrivain. Donc, cette dimension poétique, je pense qu'elle nous a été très utile aussi parce qu'on a essayé de l'insuffler dans le traitement du personnage, ce qui nous évite de le traiter justement à plat en étant piégé dans les contradictions permanentes, parce que si vous voulez, c'est très facile, on en a eu 33 des procès. Donc effectivement, il a été homosexuel, il a été pédophile, il a été condamné par le tribunal, il a fait des films dont certains sont à peine regardables pour en tout cas une certaine catégorie de population, évidemment. Donc il a un coup marxiste, mais il se fait exclure du parti communiste, il est
chrétien, il fait un film extraordinaire qui est l'Évangile selon saint Matthieu, qui est un chef-d'œuvre absolu, bon, et puis en même temps il se fait excommunier, enfin, et tout est comme ça. En fait, le moteur à l'explosion, la contradiction, c'est son moteur à Pasolini. C'est justement tout ce foisonnement culturel au sein de lui-même qui déclenche la possibilité de mettre en image toutes ces visions. Et là, on amène le récit, la biographie vers autre chose. Mais justement, en parlant d'image, là, il y a ces deux planches au moment du décès du père de Pasolini. Là, alors pas que sur ces planches, mais en travaillant Pasolini, là, il n'y a pas vraiment de palette de couleurs, mais c'est plutôt des nuances de noir, de gris, de blanc. Comment vous travaillez le trait et ce dessin qui est beaucoup plus torturé, peut-être un peu comme Pasolini, sachant que Pasolini est aussi héritier du néoréalisme, il était très ami avec Rossellini et ses premiers films sont néoréalistes. Ben, j'ai essayé de traiter le dessin dans l'album un peu comme les photos de ces films que l'on voit en noir et blanc et qui sont très contrastés, un peu brutales, avec un soleil un peu implacable comme ça. Pourtant on a cherché avec Arnaud et Denis, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on tente une couleur et tout, et puis au fur et à mesure que l'album avançait, bon, moi j'adore le noir et blanc, c'est un peu ma base, hein. Je me suis dit, bon là, si on commence à rajouter une couche, on va refaire du Fritz Lang. Là, ça aurait été l'écueil. Hein. Et gardons la beauté de l'encre comme ça, quoi. Et ça m'a libéré pour le coup. Je me dis, bon là, on échappe à la couleur. Alors donc, on va vraiment faire parler le noir et blanc. Avec justement de la profondeur, avec beaucoup de niveaux de gris, avec des finesses de traits, etc. Là, on utilise après un vocabulaire qui est tout à fait différent. Une palette très réduite, donc du niveau de gris, mais qui peut dire une infinité de choses, comme le dit la photo noir et blanc. Là, on rentre dans ces codes-là, donc un code beaucoup plus dramatique, qui n'a rien à voir avec l'expressionnisme, hein, pour le coup, parce que là, on est vraiment dans le néoréalisme, ouais, des années 60, 70, donc quelque chose de très plaqué comme ça. Et bien graphiquement, c'est génial à faire, parce que il y a du trait, il y a du relief, et il faut se débrouiller uniquement avec ces outils-là. Voilà. Donc vous l'avez dit, Arnaud, Pasolini était un poète, il commence à écrire des poèmes dès ses 7 ans, il lit Rimbaud, il écrit beaucoup. Et donc il a écrit un premier roman, ou c'est peut-être pas son premier, en 1958, Les Ragazzi. Il me semble qu'il a déjà des premiers procès, en fait il critique éventuellement, et absolument, et en fait c'est un roman sur la prostitution masculine qui choque évidemment à cette époque, c'est en dehors des mœurs. Et il arrive avec son premier film, Akaton. Donc il n'est pas vraiment bien accueilli au début en arrivant à Venise, à la Mostra de Venise. Donc je résiste jamais à montrer des planches de BD où on voit la salle de cinéma dans la bande dessinée. Et donc là on revoit la salle de cinéma, sauf que cette fois on voit une partie du film Akaton et on voit que le film en fait, la foule acclame Pasolini et en fait a apprécié le film. Donc voilà, en fait, au début, on a très peur, on appréhende, on se dit « Oh non, c'est ce nouveau cinéaste qui écrit un film, qui a fait un livre sur la prostitution masculine, qui arrive avec un autre film. » Alors, effectivement, le film a quand même choqué. Il me semble que la presse n'était pas non plus dithyrambique, les critiques l'ont pas trop suivi. Il me semble qu'il y a quand même certains critiques français qui ont été emballés quand même. Mais donc voilà, Akaton, il arrive dans ce paysage cinématographique, il est tout de même accompagné de ses amis Rossellini, Fellini, Mauro Bologni aussi, qui l'accompagnent, qui l'aident à produire ses films. On avance et ensuite il fait ce magnifique film, Mamma Roma, où il donne une autre facette à Anna Magnani, qui incarnait déjà cette idée de la romanité, de l'essence de la ville de Rome, dans Rome, ville ouverte de Rossellini. Cette fois, c'est une autre femme, et donc vous la montrez acclamée encore une fois à la Mostra de Venise. Est-ce que vous voulez peut-être vous attarder sur ces premiers films ?
qu'on peut dire, c'est que, ce qu'on peut dire, c'est que il y a effectivement chez Pasolini il y a une révolte de toute façon permanente, hein, ça fait partie du feu, quoi, il y a une espèce de recherche de la subversion. Ce qui supporte pas, ce sont les moutons. Voilà. Il faut pas laisser tranquille là. Il faudrait tous vous bousculer sur votre siège là de cinéma et quitte à faire Salaud et les 120 journées de Sodome. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut choquer. Il faut chercher parce qu'en fait il cherche une vérité qui lui échappe. Hein. C'est pour ça qu'il y a un truc de très très métaphysique aussi chez Pascalien, parce que Pascal appelle ça, l'auteur des pensées appelle ça la fuite du référent. Il cherche sans arrêt un absolu, comme nous tous d'ailleurs, qui le fuit. Il a peur du piège justement du relativisme, et il est en permanence en train de le faire. Donc quand il va dans les borgades, parce que c'est ça Catone, il va dans les quartiers pauvres de l'Italie, il cherche le Christ, lui, le marxiste, va chercher le Christ. Et il dit, mais c'est un scandale ce que tu fais, comment tu peux laisser les gens mourir, comment la guerre, comment mon frère est mort, comment tu peux laisser le fascisme, etc., comment c'est possible, tout ça, quelle est l'horreur de ce monde. Et pourtant il dit, je te reconnais, je sais que tu es là dans les visages de ces ouvriers, de ces gens qui, vous voyez comme il est pétri de contradictions. Et donc il cherche cette vérité humaine, mais qui est profondément christique en même temps, dans le cœur de ce qui fait le feu du marxisme en même temps. Et donc il va le chercher, et c'est ce qu'il cherche il veut, et c'est en ça que, si vous voulez, c'est pas étonnant que la nouvelle vague aille piocher ensuite dans le néoréalisme et dans le cinéma pasolinien, puisqu'il s'agit de ça, il s'agit d'essayer de reconstituer un cinéma vérité qui est en fait un cinéma perpétuellement mensonge, puisque le cinéma est mensonge. Donc est-ce que le cinéma vérité est seulement possible ? Voyez, et donc il y va et il rapporte ça à Catone et il bouleverse les codes. Mais au départ, il faut bien voir que Fellini, qui voit les premiers rushs d'Acatone, lui dit c'est complètement raté, mon coco. Alors il y a des choses intéressantes parce que tu fais des zooms qui sont pas mal, ceci, cela, mais il commence par le dézinguer, le Pasolini quand même, hein, en lui disant ça va pas. Et donc il va apprendre Pasolini forcément, le média lui-même, mais toujours en étant au plus près, en essayant d'être au plus près d'une vérité qui est impossible à trouver, là aussi. Et donc quand il voit Anna Magnani, la discussion qu'il a avec elle est assez éclairante de ce point de vue-là, parce qu'il lui dit, Anna, t'arrêtes de faire ta star. Il lui dit pas comme ça, hein, mais il dit, là tu vas m'arranger ses cheveux, t'arrêtes de faire du Anna Magnani. Je m'en fous d'Anna Magnani, je veux que tu es Mama Roma. Tu comprends? T'es une pute de Rome, voilà, c'est tout. Donc tu fais, et voyez, il va la chercher en fait, et il va l'amener à un rôle glorieux. Donc, mais c'est tout à fait sa stratégie, il va dire de pousser dans les retranchements, mais pas du tout à la mode Fritz Lang, on est à la mode pasolinienne là. Et ça, c'était dans les pages, c'était des moments géniaux à retranscrire ça. Quand Fellini il dit oh là là, non, ça va pas du tout. La technique, il faut travailler. Enfin bon, c'est des moments, c'est des petits trucs très très drôles à mettre en image, ça. Et c'est pareil quand il prend Anna Magnani à part, et voilà, ils sont assis sur une espèce de grille, bon, et puis il lui dit voilà, tu arrêtes ton cirque. Enfin voilà, c'est Là, il y a toute une mise en scène très simple, hein, qui paye pas de mine, mais qui est un vrai plaisir à mettre en image, ces moments-là, ces moments clés. Voilà. Et pour revenir justement sur ce Pasolini qui choque, c'est vrai que vous le montrez dans la bande dessinée assez croyant quand même, alors qu'il a eu beaucoup de procès contre l'Église. Et avant de vous montrer le prochain extrait, parce que je pense que c'est bien, on parle de Pasolini, mais aussi de montrer un extrait de ses films. En fait, il a eu un gros procès au moment où il sort son court-métrage La Ricotta. Ça fait partie d'un film qui s'appelle Rogopag, un joyeux début pour la fin du monde. En italien, c'est Laviamoci il cervello, lavons-nous le cerveau. Et c'est un film collaboratif avec Rossellini, Godard et Gregoretti, qui ont chacun eu une partie. Et donc le film, évidemment, n'a pas marché, puisque Pasolini a participé et a fait son film La Ricotta. La Ricotta, c'est un réalisateur interprété par Orson Welles, qui veut absolument mettre en scène la Passion du Christ. Vous en parliez, Arnaud, de Pasolini qui cherche le Christ dans les foules. Là, par Orson Welles, c'est cette figure du réalisateur. On voit un réalisateur qui veut mettre en scène la Passion du Christ, sauf que rien ne se passe comme prévu. Les ingé-sons lancent la mauvaise musique, la couronne d'épines du Christ, on l'a perdue, on ne sait plus où elle est dans les accessoires, et surtout le sujet de la ricotta
l'acteur qui joue le Jésus veut à très très fin et veut s'empiffrer de ricotta et on le voit courir partout. Donc là, je vous montre un court extrait. Voilà, ce que j'aime beaucoup dans cet extrait, c'est qu'à la fin, ce qui reste, c'est le rire des figurants, en fait. Donc voilà, effectivement, Pasolini ne peut que choquer l'église des années 60 italienne, et donc est menacé de prison jusqu'à la sortie de son film L'Évangile selon saint Matthieu, dans lequel joue l'amour de sa vie, Ninetto Davoli, qui avait 16 ans alors que Pasolini en avait 46, on peut peut-être revenir dessus. Et en fait, l'Évangile selon saint Matthieu, directement après la sortie de la ricotta, malgré le problème de la ricotta, le film est sélectionné pour représenter l'Italie à la Mostra de Venise, et en fait, a beaucoup plu, mais pas à l'église, évidemment. Et retournement de situation des années plus tard, là, il y a 10 ans, en 2015, le journal officiel du Vatican, de la Cité du Vatican, a annoncé que l'Évangile selon saint Matthieu était le meilleur film religieux de tous les temps. Donc voilà, j'aime bien la figure de Pasolini pour ça. Il choque et des années après, l'Évangile selon saint Matthieu est évidemment un chef-d'œuvre. Donc peut-être qu'on peut s'attarder sur la figure de Ninetto Davoli qu'on voit dans la ricotta et qui joue un pasteur dans l'Évangile selon saint Matthieu. Je ne sais pas si vous voulez en parler, vous l'avez quand même abordé, cette histoire d'amour oui. Dans votre bande dessinée. Oui. Là, je laisse plutôt Arnaud répondre, mais vas-y. Oui, alors, c'est-à-dire, il a 2 amours dans sa vie. Il y a sa mère d'abord quand même. Et d'ailleurs, c'est elle qui joue Marie dans l'Évangile. Et donc il y a Ninetto, effectivement, qui est un gamin par rapport à lui. Si vous voulez, c'est le plus grand des blasphémateurs. C'est toujours pareil, quoi. C'est le plus grand des blasphémateurs et en même temps, il est amoureux de... Mais il y a dans ce Ninetto quelque chose du Taddeo de la mort à Venise aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il cherche la beauté, il cherche le beau. Et donc le beau est prisonnier du corps, il est prisonnier de l'incarnation charnelle, il est prisonnier même de la corruption de la chair. Et donc il cherche toujours cette beauté inaccessible. Et on la retrouve dans l'Évangile avec la figure du Christ, en effet, qui est extraordinaire, parce que pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est que, et c'est amusant ce que vous disiez sur le Vatican, c'est qu'en fait, on n'est pas... J'aime beaucoup aussi le film de Zeffirelli, par exemple, mais là, on a un Christ qui ne sourit pas. C'est un masque de marbre, c'est presque une statuaire. Et donc, il est là, en fait, il fait ressortir le propos révolutionnaire du Christ. Il a un Christ qui est marxiste. C'est ça qui est étonnant. C'est que ce Christ il n'a pas l'air d'être en empathie quand il parle, il a l'air d'être l'incarnation de Dieu sur terre. Il fait presque peur à certains moments. Mais il est aussi l'incarnation de la beauté. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce côté révolutionnaire et mystique en même temps, et ce qui fait le tour incroyable du film, c'est qu'en même temps, il prend le contre-pied de toute une iconographie ou de toute une habitude du Christ aimant, etc., presque gnangnan de missel. Non, là, il en fait un prophète révolutionnaire, mais attention, non violent. C'est pas un zélote, c'est pas un de ceux qui veut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas quelqu'un qui veut faire tomber le temple ou qui veut faire tomber Rome. C'est pas son propos. En tout cas, lui, ce qu'il veut, c'est la Jérusalem céleste. Donc, on comprend ça. Et donc, Ninetto est aussi une de ces figures finalement christiques, en fait. C'est une de ces figures du beau après laquelle il court sans jamais la trouver. C'est ça. Et donc il cherche dans Ninetto l'innocence, et justement, quand il la trouve, on lui reproche. Parce que ça en fait de lui un pédophile, tout simplement. Donc il ne peut pas être... D'ailleurs, dans l'extrait, il y a 2 choses intéressantes dans l'extrait que vous avez montré. D'abord, c'est qu'on voit tout de suite l'intérêt pour la plastique des corps, le côté Raphaël, Michel-Ange, Delacroix, etc., toutes les références y sont. Et puis alors, pour une fois, c'est un des rares moments où on peut rire, un peu, parce que le reste du temps, c'est quand même pas... C'est pas Louis de Funès. Donc, c'est effectivement assez amusant, là, un peu tard. Justement, on avance dans sa filmographie, donc c'est vrai qu'il a fait des films assez durs à recevoir, même quand on les voit encore aujourd'hui. Mais le film qu'on va vous montrer ce soir à 20h30, Des oiseaux petits et gros, c'est, je pense, son film le plus facile à voir, le plus plaisant. Et Pasolini lui-même a dit que c'était son film le plus libre et le plus pur, et qui est en rupture totale avec ses premiers films. C'est une sorte de fable politique où on suit un père et son fils qui rencontrent un corbeau qui parle, et puis critique la société, mais
ça passe bien. Et donc je souhaite vous montrer le générique du film, je pense qu'on peut regarder à l'infini. Voilà, peut-être pour vous donner envie de rester à la séance de 20h30, si on peut lancer le générique, qui était une carte blanche à Ennio Morricone. Mais voilà, c'est le film qu'on vous propose ce soir. Et parce que vous avez sûrement peut-être déjà vu ces autres films qui revisitent les mythes fondateurs comme Oedipe Roi ou Médée, où l'on retrouve d'autres grandes actrices. Il n'a pas tourné qu'avec Anna Magnani, mais évidemment on pense à Silvana Mangano dans Théorème et Oedipe Roi, Maria Callas, merveilleuse dans Médée, et votre bande dessinée en noir et blanc, mais à certains moments j'ai l'impression qu'on voit un peu de couleur et qu'on se souvient aussi des paysages brûlants de Médée et Oedipe Roi. Ensuite, on ne l'a pas abordé parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais il y a la trilogie de la vie, le Décaméron, les contes de Canterbury, les Mille et une nuits. Et cette trilogie de la mort qu'il a voulu démarrer avec Salo, les 120 journées de Sodome, qui lui a valu son plus gros procès, sa plus grande critique, puisque c'est un film qui choque sur tous les plans. Il y a de la torture, du viol. Voilà, on ne vous l'a pas montré ce soir, on vous propose un autre film un peu plus sympa. Mais donc cette trilogie inachevée, puisque Pasolini décède en 1975, et donc ce mythe autour de ce cinéaste qui finalement a réalisé des films seulement pendant 15 ans, par rapport à un Fritz Lang qui en a fait toute sa vie. Alors on arrive à la fin de la rencontre, mais je vous ai aussi mis un peu de ses textes. On l'a dit, il était poète, il a beaucoup écrit. Et lui qui était révolutionnaire, réactionnaire, qui était contre la bourgeoisie, contre le régime fasciste évidemment, et il était aussi contre, de manière avec ferve, contre les fils à papa de mai 68. Donc voilà, je vous ai mis le texte original et le texte en français. Et on aurait pu un peu continuer à parler de sa littérature. Il était beaucoup au théâtre aussi, il a écrit des pièces et était dramaturge. Je pense qu'on va s'arrêter là, mais je mets juste ce portrait de Kubrick, puisque c'est votre prochain projet. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, vous pouvez peut-être nous dire si vous savez quand la bande dessinée va sortir et où vous en êtes actuellement. Outre les programmes chargés de tout le monde, Kubrick est donc un projet qui est signé chez Futuropolis. Il faut qu'on s'y mette. Moi, j'ai encore un peu de travail avant de le faire. Mais ça va être super parce qu'on va parler, hein, tu me dis Arnaud, mais ce sera le making-of de 2001, l'Odyssée de l'espace, donc vu à travers les yeux, n'est-ce pas, d'un assistant qui aurait pris du LSD. Vas-y, corrige-moi, reprends s'il te plaît, parce que j'ai peut-être pas dit comme il fallait, mais... Si, c'est très bien, c'est très bien. Non, mais oui, c'est-à-dire que là aussi, on est devant un monument du cinéma. Donc, ce qu'il faut pas faire surtout, c'est le figer dans le formol en étant, vous voyez, tout de suite. Donc, on a essayé là de trouver également une porte d'entrée un peu inattendue, et on va s'amuser parce qu'on pourrait se dire, oh là là, 2001, mais justement, on comprend rien, etc. Bon. Et en fait, on va passer par les yeux d'un jeune homme qui arrive en Angleterre et qui tombe amoureux d'une jeune script qui va participer à un film de science-fiction dans les studios voisins. Et on ne sait pas encore bien ce que c'est, mais il y a des chimpanzés qui passent, il y a des embryons, etc. Il y a des décors invraisemblables. Et évidemment, ils sont un peu sous LSD parce que c'est l'époque, quoi. Et donc, ils vont débouler là-dedans et assister en direct avec nous. Alors, tout ce qui est de l'ordre du tournage, évidemment, va être authentique. Tout est exact, parfaitement exact, depuis les premières négociations avec Arthur Clarke jusqu'à la sortie du film et à sa réception, et évidemment avec à la clé l'explication de la fin, pour tous ceux qui n'ont pas, moi-même j'ai eu du mal, mais Kubrick l'a expliqué en fait, hein. Donc on a les éléments de réponse du fameux final psychédélique de Kubrick qui rejoint un petit peu ce point de vue LSD. Donc voyez, en faisant un petit pas de côté comme ça, là aussi, ça nous permet de raconter un pan d'histoire cinématographique, mais on l'espère en tout cas sans ennuyer une seconde, et puis en essayant de nous renouveler les uns et les autres aussi, puisque on est passé de l'expressionnisme de Fritz Lang à ce que vous avez vu de Pasolini, et là on va être encore dans quelque chose avec un ton beaucoup plus amusant aussi, puisqu'on est devant le monstre Kubrick qui est en train de refaire le monde, et là c'est assez drôle. Je pense que ça va être un truc passionnant à faire, parce que là on change complètement de territoire graphique, et là moi j'ai vraiment hâte qu'on s'y mette, parce que je pense qu'on va d'une part vraiment s'amuser du point de vue narratif,
Mais tout ce qui sera la mise en image, là, je vais avoir plein d'idées, quoi. Ça, la mise en image du LSD sur oui. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace, ça doit être marrant. Ouais. Mais on va utiliser certaines ficelles, comme ce qu'a fait déjà Robert Crumb, ce dessinateur un peu underground, là, qui était primé à Angoulême, de toute façon. Mais toute son œuvre tourne aussi autour de l'usage des drogues et tout ça, et de la perception du réel à travers les drogues. Donc il y aura tout un truc à façonner, à faire surgir là, et moi je suis très très impatient. Ouais. On a le temps pour une question ou deux si vous voulez. Mais sinon on se retrouve. Il y a une question là-haut, Antoine, tout en haut. Et puis donc vous pourrez retrouver Éric Liberge à la signature dédicace comme d'habitude avant la sortie du cinéma. Oui, petite question à propos de Pasolini. Est-ce que vous vous êtes un petit peu laissé influencer aussi par le graphisme de Ernest Pignon et Ernest ? Alors, Gérard Mordillat, que je connais un petit peu, m'avait glissé justement ces peintures murales, m'avait montré. J'en ai pris acte, mais c'est vrai que j'aime pas trop en fait m'inspirer de quoi que ce soit en fait. Je reçois, voilà, les images à faire que je reçois, elles surgissent comme ça. Donc c'est vrai que l'œuvre de Pignon Ernest est assez particulière, mais j'en ai pris connaissance, mais voilà, je me suis arrêté là. Mais j'admire effectivement ce qu'il fait, et ça, ces mises en scène de Pasolini évoquent plutôt la fin, ou alors le début de l'album, c'est-à-dire le meurtre, cette scène complètement folle où Pasolini, dans le dessin de Pignon Ernest, il est en train de, je crois, se porter lui-même. Enfin, il porte un cadavre ou quelqu'un qui est mort. Enfin voilà, on est là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas été plus loin que ça. Voilà. Il me laisse, je vous remercie. Merci Éric, merci Arnaud. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous tous. Et merci à toi. Ouais. À bientôt, cher Éric. Ouais. Et merci encore de votre invitation. Merci beaucoup.